Donc, on est très heureuse, évidemment, de vous accueillir pour la projection des Émotifs anonymes. Alors, c'est un film qu'on a choisi avec Nathalie parce que c'est une jolie comédie romantique de 2010 qui a eu pas mal de succès pour les deux acteurs à l'affiche. Qui a été réalisé par Jean-Pierre Améris et les rôles principaux sont incarnés par Isabelle Carré, que vous voyez au centre de l'image, et Benoît Poelvoorde à droite de l'image, donc deux acteurs extrêmement connus dont je vais parler un petit peu rapidement dans cette présentation. Jean-Pierre Améris a réalisé 12 films, 6 téléfilms. Il a reçu de nombreux prix pour son travail. Donc, je vous ai mis quelques-uns de ses films ou téléfilms les plus notables. Les Aveux de l'innocent en 1996. En 2001, C'est la vie avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonner. En 2007, Maman est folle avec Isabelle Carré. Les Émotifs anonymes, Marie Heurtin. Une famille à louer et Profession du père avec Benoît Poelvoorde, donc de 2020, Profession du père. Moi, je les ai pas tous vus. J'ai vu Une famille à louer, qui est une comédie également assez sympathique. Enfin, c'était plutôt amusant. Donc là, je vous ai mis les affiches de ces films qu'il a déjà réalisés avec Isabelle Carré, donc pour Maman est folle, et Benoît Poelvoorde. Dans ces films, Améris a tendance à mettre ses personnages un petit peu dans des décors naturels. Ce sont des personnages qui sont au contact de la réalité des événements. Ils s'insèrent, ils sont aux prises avec des problèmes contemporains, comme par exemple Isabelle Carré dans Maman est folle. C'est une mère de famille qui va rencontrer des réfugiés un petit peu par hasard. Elle va entrer dans une association qui vient en aide aux réfugiés et elle va vraiment se confronter à un monde qu'elle ne connaissait absolument pas, un monde auquel elle n'était absolument pas préparée et qui va la blesser, qui va la transformer complètement. Dans le film avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonner, là, il est question des centres de soins palliatifs, de la fin de vie. Donc, ce sont des sujets qui sont toujours très réels, très ancrés dans le réel, et les réactions de ces personnages par rapport à cette réalité. Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré avaient déjà collaboré en 2004 pour le thriller de Anne Fontaine, Entre ses mains. Alors, Benoît Poelvoorde est un comédien comique qui est très apprécié, donc comme je vous le disais. Et ici, son rôle était vraiment à contre-emploi, puisqu'il incarnait un serial killer qui croisait la route de cette jeune femme, mère de famille, incarnée par Isabelle Carré. Donc ça a été le premier film qu'ils ont fait ensemble. Et ils se sont retrouvés quelques années plus tard, donc dans Les Émotifs anonymes, dans un film avec un décor, Nathalie, je crois que Nathalie vous en parlera un petit peu plus dans sa partie de la présentation, avec un décor qui plaisait vraiment, un petit univers pour Améris. Il le qualifie il a voulu créer son petit monde et donc insérer des personnages qui lui ressemblent dans un univers qu'il a créé lui de toutes pièces, sans aucune mention n'est faite du monde contemporain. Et ce sont des personnages qui lui ressemblent, extrêmement timides et émotifs, qui essaient de vivre le mieux qu'ils peuvent, comme vous le découvrez dans ce film. Donc un univers qui change par rapport à celui dans lequel Améris a tendance à mettre ses personnages. Isabelle Carré, elle est extrêmement célèbre. Les années 2010, c'était vraiment les années 2000-2010, ça a été le grand moment de la grande période de sa carrière. J'ai pas osé vous faire retracer sa filmographie parce qu'il y a plus de 100 films, presque une centaine de téléfilms. Elle fait également du théâtre. Elle a une quantité impressionnante de productions. Je crois qu'elle est même chanteuse et elle écrit. Elle a sorti 2 romans. Là, ce que je vous ai mis, j'ai choisi 2 ou 3 films pour vous la montrer. En 1989, elle était toute petite, elle avait 18 ans. C'était son premier film, Romuald et Juliette, un film de Colin Serrault que vous connaissez certainement en Italie. Je crois que La Crise est un film qui a eu pas mal de succès, donc un film de Colin Serrault des années 90, je crois, La Crise aussi. Donc voilà, donc c'est un film très joli. Elle avait un tout petit rôle, mais vous voyez, elle était toute jeune sur cette photo. Mais le film qu'il a vraiment révélé au grand public, c'est La femme défendue en 1996, un film réalisé par Philippe Harel. Elle est tout le temps à l'écran dans ce film. C'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme.
Et Isabelle Carré est la seule personne que l'on voit à l'écran. Elle interagit avec le personnage masculin qui est derrière la caméra. Donc ça, c'est vraiment un film qui l'a fait arriver dans la vie des Français. Voilà, et elle a enchaîné de très nombreuses comédies. Elle a fait en 2004 un film de Bertrand Tavernier qui nous a quittés il y a juste un mois ou pas loin d'un mois, Oli Lola, sur un couple qui tente d'adopter un enfant à l'étranger. Voilà, donc je vous le mentionnais parce que Bertrand Tavernier nous a quittés il y a un mois, ou quelques semaines. Benoît Poelvoorde, donc je vous l'ai dit, un acteur comique extrêmement apprécié en France. On l'a découvert en 1992 avec C'est arrivé près de chez vous. Alors c'est un film très déroutant, c'est un film comique qui est vraiment culte. Moi j'ai découvert quand j'étais adolescente. C'est un film qui est très particulier, un humour qui visiblement n'a pas réussi à traverser la frontière. Il est belge ce film, il est arrivé en France, il a été acclamé par la critique et par le public. Par contre, en Italie, il a eu un petit peu plus de mal à s'imposer. Et j'ai une anecdote qui pourra peut-être nourrir le débat après le film, sur une amie qui me disait qu'elle avait regardé un film d'horreur extrêmement violent. Et en fait, je me suis rendu compte, elle me racontait ce film, et je me suis rendu compte que C'est arrivé près de chez vous, qui serait Il cameraman et l'assassino, je crois, en italien. Donc visiblement, l'humour très, très dur, un peu... Voilà, les Italiens n'étaient peut-être pas prêts à ce moment-là pour regarder ce film. Mais en tout cas, je vous le conseille, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film intéressant à voir. Il a joué dans de très nombreuses comédies, de grosses comédies populaires comme Les Randonneurs. Et puis, depuis quelques années, il joue des rôles un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dramatiques. Et là, j'ai donné un exemple, le film Deux fils de Félix Moati. C'est un très joli film qui est sorti en 2018, d'un père qui doit élever seul ses deux fils, un jeune adulte et l'autre adolescent. Donc, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir. Pierre Ninet, vous allez voir Pierre Ninet dans ce film, les émotifs anonymes. Il a un tout petit rôle. Il était très jeune, il est né en 1989, donc il avait à peine 20 ans. Il est membre de la Comédie Française et vous le connaissez, je vous le mentionne, parce que vous le connaissez peut-être pour le film Yves Saint-Laurent de Janine Lesper, qui est sorti en 2014. Vous retrouverez également Lorella Cravota, qui est une actrice qu'on retrouve très souvent, qui fait souvent des seconds rôles, des apparitions dans des comédies françaises que l'on connaît à travers la série Les Deschiens, qui a été diffusée dans les années 90 et qui a toujours le rôle de la mégère, la méchante, la mesquine. Donc vous la retrouverez dans Les émotifs anonymes. Et puis enfin, Swan Arlo, qui a reçu de très nombreux prix, notamment un César pour le meilleur acteur pour le film Petit paysan, qui est sorti il y a 2017, je crois. Donc un film que je n'ai pas vu, mais que j'ai eu très envie de voir. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais laisser la parole à Nathalie pour sa partie. Excusez-moi, voilà, c'est mieux. Donc, nous allons nous recentrer sur le film d'aujourd'hui, c'est-à-dire Les émotifs anonymes, alors qui, évidemment, fait partie du genre de la comédie. Vous savez que la comédie, c'est un genre auquel le cinéma français est très attaché. Il y a une très, très grande tradition de comédie dans le cinéma français. De comédie de toutes sortes. Hein. Vous avez la comédie d'action, la comédie policière, la comédie burlesque. Tout le monde, je pense, connaît les films de Louis de Funès. La comédie de mœurs, bien sûr. Alors, la comédie de mœurs qui, elle, va plonger ses racines assez loin dans le temps, dans le théâtre du XVIe, du XVIIe siècle, qui comporte toujours une critique, une forme de critique sociale, ou la dénonciation d'un travers social ou du travers d'un individu. Hein, je crois que la première comédie de caractère qu'on peut citer, c'est Le Misanthrope de Molière. Vous avez aussi des comédies musicales, etc. Là, aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la comédie romantique. Et dans la comédie romantique, à la française. Alors, j'insiste un petit peu sur ce « à la française », parce que nos comédies romantiques sont quand même relativement différentes de leurs consoeurs nord-américaines.
Alors, pour ce qui concerne le canevas du film, c'est-à-dire les codes de la comédie, les codes sont les mêmes. Vous allez avoir une situation de départ avec un élément déclencheur qui vient provoquer la rencontre de deux personnages qu'en général tout oppose, milieu social, âge, famille nombreuse, fils unique, enfin bon, toutes sortes de différences qui peuvent opposer les gens. Et puis ensuite, une longue suite d'obstacles qui se dressent sur leur route et qui entravent leur relation. Et finalement, le célèbre happy end que vous connaissez tous. Tout ça, on l'a dans les émotifs anonymes. Les codes de la comédie romantique sont là. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce que Ameris fait? C'est qu'il change le décor, il change l'atmosphère, il change toute l'ambiance. Déjà, sur les personnages. Je vous passe le fait que les personnages de Ameris, et d'ailleurs souvent les personnages des comédies romantiques françaises, sont rarement incarnés par des acteurs bodybuildés ou des acteurs qui sont des premiers prix de beauté. Ce sont plus des acteurs qui ressemblent à tout un chacun. Ça, je passe là-dessus. Je laisse à chacun le choix, la possibilité d'avoir une opinion là-dessus. Mais sur la typologie des personnages, ce qui est très intéressant dans ce film d'Améris, c'est que au lieu d'être opposés partout, les deux protagonistes principaux, c'est presque le contraire, tout les rassemble. Leur maladresse dans la vie, et pourquoi leur maladresse qui vont venir, vous allez le comprendre, et on le comprend déjà grâce au titre, qui viennent d'un trait de caractère commun à tous les deux, qui est leur hyper-émotivité pathologique et complètement paralysante. Alors, les maladresses qui s'en suivent vont être le ressort comique du film. Mais au-delà de ça, il y a donc les personnages qui ne correspondent pas au schéma classique de la comédie romantique, et il y a aussi le décor. Émilie en parlait tout à l'heure. Avec les émotifs anonymes, nous ne sommes pas dans un lieu précis. Il n'y a pas un décor où on repère tout de suite qu'il y a la cathédrale de tel pays, l'Empire State Building, la Tour Eiffel. Non. Le décor est comme une sorte de petit décor intimiste. On a l'impression d'être presque dans un petit quartier où on pourrait... c'est presque une maison. C'est comme si le quartier, là où les choses se passent, c'est le décor d'une personne. Et toutes les couleurs, vous allez faire attention aux couleurs, à la photographie du film, les lumières, les couleurs, par exemple, vous allez voir que vous avez toute la gamme des rouges et des verts. Alors, les rouges et les verts, on va se dire, c'est des couleurs de Noël. Mais en fait, ici, elles ne sont pas utilisées pour Noël, elles sont utilisées dans leur valeur symbolique de conte de Noël. Parce que toutes ces caractéristiques de l'image, qui est un peu passée, un peu désuète, qui donne un petit coup fané, délavé presque. Même les vêtements des protagonistes, vous allez voir comment ils sont habillés. Disons que c'est intemporel, voilà. Cette intemporalité, elle est fondamentale. Et c'est ce qui fait que le film verse dans le conte. Et on est dans le domaine du conte. Alors, un conte moderne, certes, mais un conte. Et qu'est-ce qui fait un conte? C'est le merveilleux. Alors, j'imagine que vous connaissez tous le film de Genet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est un conte aussi, comédie-conte, mais avec une entrée du merveilleux en tant que tel dans le conte, du fantastique, de quelque chose qui s'éloigne de la réalité. Ici, non. Ici, ce qui m'a frappé, et ça, c'est ma façon d'interpréter le film, mais c'est que le ressort merveilleux du film vient justement de la relation entre les êtres, de l'énorme tendresse, de la délicatesse des sentiments. Il y a une délicatesse infinie des sentiments. Et tous les ressorts merveilleux, en fait, viennent de là. Et c'est ça qui fait de ce film une sorte d'univers à part. Ça pourrait être une bulle légère qui vole on ne sait pas où, peu importe où ça se passe, peu importe quand ça se passe. Ce qui compte, c'est l'émotion. L'émotion est le moteur du film. Et vous allez voir que ça fonctionne. L'émotion dans la maladresse, puisque donc nos deux personnages, vous l'aurez compris grâce au titre, sont des grands maladroits.
et c'est le ressort comique, mais un comique qui n'est jamais un comique qui se moque, jamais un comique désobligeant ou un comique cynique, absolument pas. C'est un humour qui, au contraire, c'est un humour de connivence, c'est un humour qui rapproche les gens, qui nous rapproche, nous, des personnages, et un humour d'empathie. Et justement, on est dans un film qui est un film fondé sur l'empathie, sur le regard sur les autres, sur comment vivent les gens qui sont d'une façon ou d'une autre un petit peu inadaptés à notre monde effervescent, disons. Et ça crée vraiment une très jolie comédie qui est très touchante. Avant de vous laisser regarder le film, je veux quand même insister, parce que je dis que c'est intemporel, et ça l'est, mais c'est quand même filmé dans des endroits réels. Et ça, c'est juste le petit clin d'œil de la Parisienne que je suis. Le film a été tourné globalement entre Lyon et Paris. Alors, je connais très peu la ville de Lyon, donc je ne peux pas vous en parler. En revanche, à Paris, il y a 3 lieux emblématiques que vous allez reconnaître dans le film. Le premier que vous avez en haut à gauche, c'est la fameuse à la mère de famille. Alors, c'est un endroit qui existe. C'est une confiserie qui non seulement existe, mais effectivement la plus ancienne confiserie de Paris. Je crois que la date de 1761 doit apparaître quelque part sur la devanture. Le bâtiment est classé monument historique, et c'est très joli, mais en revanche, maintenant, c'est devenu une chaîne, donc inutile d'y aller pour trouver des chocolats artisanaux, parce que vous ne trouverez que de l'industriel. Mais disons que le lieu est charmant et a servi au tournage. Le deuxième lieu parisien de cœur, c'est la Galerie Vivienne, dans le 2e arrondissement, qui est une galerie qui a été construite au début du 19e siècle, à une époque où le Paris commercial était en grande effervescence et les galeries couvertes poussaient comme des champignons. Cette galerie est magnifique, en style néoclassique, et quand vous verrez dans le film un moment où Isabelle Carré se promène dans cette galerie, faites attention au sol, il est en mosaïque et il a été réalisé par un artiste italien. Et le dernier lieu, c'est la fondation Émile Deutsch de la Meurthe, que vous voyez donc en bas de votre écran, qui est le premier bâtiment à avoir été construit dans l'enceinte de la cité universitaire de Paris. Et c'est un joli clin d'œil, je trouve, parce que c'est une cité universitaire internationale et que ce bâtiment qui a été construit pour recevoir des étudiants n'a jamais perdu sa vocation, continue à recevoir des étudiants et qui, en plus, vous voyez bien qu'il a été construit dans un style néo-gothique très britannique, on dirait un collège anglais. Voilà, donc ça sont les 3 lieux que vous allez repérer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne projection, mais j'ai envie de dire de savourer le film. Parce que, et je dis savourer, je pèse mon mot, savourer parce que vous verrez que c'est un film fondant, un film qui se savoure comme une confiserie, comme un chocolat, et vous verrez que le chocolat est un véritable protagoniste à part entière du film. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler à la fin de la projection. Voilà, je crois que maintenant on est prêt pour savourer, sans modération.